21 juillet 1969. Neil Armstrong saute d'une échelle et se pose sur la Lune. Un pas de géant pour l'humanité et une victoire éclatante pour les États-Unis. Le drapeau américain est planté, l'événement retransmis dans le monde entier, et Richard Nixon appelle directement la Lune pour féliciter les astronautes. Hello Neil and Buzz, I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. En 4 ans, la Lune voit défiler 12 hommes américains sur son sol. Mais passé 1972, plus rien. Plus aucun être humain n'est envoyé sur la Lune. Il faut dire que la mission Apollo 11 avait un but bien plus politique que scientifique. Or, les États-Unis ayant gagné la conquête spatiale face à l'URSS, le but politique est atteint. Et le coût exorbitant des voyages sur la Lune décourage les gouvernements successifs de relancer ce type de mission. Mais, en décembre 2017, le président des États-Unis, Donald Trump, dit ça. The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. It marks an important step in returning American astronauts to the moon. À nouveau, les Américains ont décidé d'envoyer des hommes sur la Lune. Et ils ne sont pas les seuls. 中国、美国、俄罗斯和欧洲等国家都在论证，要不要在月球建立一个科研基地或者科研站。 Les États-Unis, la Chine, l'Europe, la Russie ou même le Japon, toutes ces puissances sont bien décidées à poser le pied sur la Lune dans les années qui viennent. We will not only plant our flag and leave our footprint. Mais si ce n'est pas pour planter des drapeaux, pourquoi envoyer à nouveau des hommes sur la Lune ? Tout d'abord, comme en 1969, pour des raisons politiques. Depuis la guerre froide, une nouvelle puissance a fait son apparition dans la course à l'espace, la Chine. La Chine en particulier avait à cœur dans les années 50, au moment où elle a décidé de son programme spatial, de démontrer qu'elle n'était plus un pays en voie de développement, de démontrer qu'elle était désormais une grande puissance spatiale. Et Mao Tse-tung a envisagé et annoncé un programme spatial dès 1956. Finalement, c'est au début des années 2000 que la Chine se lance réellement à la conquête de l'espace. Malgré un budget spatial que l'on estime 5 fois inférieur à celui des États-Unis, la Chine est parvenue à rattraper rapidement son retard dans la conquête spatiale. En 2018, par exemple, elle a effectué plus de lancements orbitaux que les États-Unis. Mais pour que la Chine devienne une puissance spatiale à part entière, il fallait qu'elle marque les esprits. Il faut trouver ce qu'on appelle une première, c'est-à-dire le moyen d'attirer l'attention sur vous, qui soit à la fois technologiquement accessible et en même temps symbolique et remarquable. Et donc la Chine, sur la Lune, a choisi de se poser sur la face cachée. Bien sûr, c'est pas en soi un intérêt scientifique exceptionnel. En revanche, ça démontre des compétences technologiques parce que si vous êtes sur la face cachée, vous n'êtes plus en situation de communiquer directement avec la Terre. C'est le 3 janvier 2019 que la Chine a réalisé cet exploit avec son module Chang'e 4, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les États-Unis. We're in a space race today, just as we were in the 1960s. And the stakes are even higher. Comme dans les années 60, les États-Unis veulent donc à nouveau asseoir leur statut de puissance mondiale. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. This directive will ensure America's space program once again leads and inspires all of humanity. 3, 2, 1, 0. Mais une des choses qui a changé depuis la guerre froide, c'est la façon de financer ces expéditions. En 1961, John Kennedy prend un engagement. Aller sur la Lune en moins de 10 ans. Mais pour ça, comme on le voit sur ce graphique, il fait exploser le budget de la NASA. Or, lorsque Donald Trump promet un retour sur la Lune en 5 ans, il ne peut pas se permettre de faire la même chose. La NASA va donc devoir se tourner vers d'autres solutions. And if commercial rockets are the only way to get American astronauts to the moon in the next 5 years, then commercial rockets it will be.
Mike Pence fait notamment allusion à Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d'Elon Musk. Devenus riches grâce aux nouvelles technologies, ces milliardaires investissent en masse dans le domaine spatial, le rendant de plus en plus concurrentiel. Cependant, s'ils pourraient effectivement aider la NASA à renvoyer des astronautes sur la Lune, ça ne fait pas partie de leurs priorités. Blue Origin a plutôt comme objectif d'envoyer des touristes dans l'espace, tandis que SpaceX vise directement la planète Mars. Mais même en comptant sur la participation de ces acteurs privés, les États-Unis peuvent-ils réellement atteindre leur objectif en 5 ans? Yes, it's possible. I think it's going to be a man and a woman, and it's going to be in 2024. Very likely. Ce monsieur, très sûr de lui, c'est Marcus Landgraf. Il travaille à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et il dirige la mission Heracles, qui doit envoyer un robot sur la Lune afin de préparer l'arrivée des astronautes. It's still a huge challenge for the US as well as China. In particular, the US has still 80% of the infrastructure. They still have the launch pads, they have the ground stations, they have the personnel, they have the knowledge, they have the technology like engines, and so it's basically there. Mais le retour des astronautes sur la Lune n'est pas motivé que par des raisons politiques. Il existe un réel intérêt scientifique à y retourner. Parce que finalement, on la connaît assez mal, la Lune. Grâce aux missions passées, on connaît une partie de la Lune, ce qui est déjà très bien, mais on n'en connaît que quelques pourcents, on va dire, de la surface, sans parler de la profondeur. Donc il reste beaucoup d'études à faire. Depuis 50 ans, les scientifiques étudient les 382 kilos de roches lunaires rapportés par les missions Apollo. Ces études ont permis de découvrir la présence de plusieurs ressources qui pourraient être utilisées sur Terre, comme par exemple les terres rares. Contrairement à ce que leur nom indique, ces métaux ne sont pas rares sur Terre, mais ils sont de plus en plus utilisés. Ils sont des composants indispensables aux puces de nos téléphones portables, aux écrans de nos ordinateurs et à plein d'autres objets issus de la haute technologie. En plus des terres rares, on trouve aussi sur la Lune une ressource qui n'est quasiment pas présente sur Terre, l'hélium-3. C'est le même atome d'hélium que celui que l'on connaît sur Terre, sauf qu'il a un neutron en moins. Et cet hélium-3 pourrait être utile à l'avenir pour produire une énergie nucléaire plus propre et en plus grande quantité. En effet, aujourd'hui dans les centrales, on fissionne des atomes d'uranium. Mais certains scientifiques cherchent à présent à faire fusionner des atomes, c'est-à-dire à reproduire le phénomène qui a lieu à l'intérieur des étoiles. L'avantage, c'est que cette méthode permet de générer environ 4 fois plus d'énergie que la fission, tout en produisant nettement moins de déchets nucléaires. Et l'utilisation de l'hélium-3 dans cette fusion permettrait même potentiellement de ne plus générer aucun déchet du tout. Alors, selon les estimations, la fusion nucléaire ne devrait pas être maîtrisée avant 2050. Mais si elle venait à l'être, il faudrait aller sur la Lune pour se fournir en hélium-3. Une éventualité qui pose la question de l'exploitation des ressources lunaires. Depuis l'adoption du traité de l'espace en 1966, il existe un principe de non-appropriation de l'espace et donc de la Lune. L'idée est que l'espace appartient à tous, et donc qu'aucun État ne peut s'approprier ses ressources. Mais en 2015, une loi américaine, le Space Act, va à l'encontre de ce principe. Elle autorise les sociétés américaines à s'emparer des ressources de l'espace. 2 ans plus tard, le Luxembourg vote une loi similaire. Ainsi, les 2 pays ont décidé de façon unilatérale de retirer à l'espace son statut de bien commun. Pour autant, il est encore trop tôt pour envisager l'exploitation de ressources lunaires sur Terre. Faire transiter les matériaux entre la Terre et la Lune coûte beaucoup trop cher pour le moment. Alors, puisque l'exploitation des ressources lunaires n'est pas encore à l'ordre du jour, les agences spatiales ont eu une autre idée. Utiliser les ressources lunaires directement sur place en créant une base lunaire. C'est un autre argument en faveur d'un retour sur la Lune, en faire la première étape de la conquête spatiale humaine. We're going to put humans on the surface of the moon,
We're going to build an architecture where we can go back and forth again and again and again. C'est beaucoup plus facile, si je puis dire, à essayer de faire ça sur la Lune dans un premier temps, avant d'aller plus loin dans le système solaire où on aura les mêmes problèmes. Le premier avantage de la Lune, c'est qu'elle est particulièrement proche de nous. Il faut 3 jours pour l'atteindre, contre 6 mois pour aller sur Mars. Une proximité qui permet une meilleure communication et l'envoi de missions de secours assez rapides. L'élaboration d'une base lunaire permanente serait également facilitée par la présence d'eau. Cette eau pourrait évidemment permettre aux habitants de la base de se laver et de boire. Mais comme elle est composée d'hydrogène et d'oxygène, elle leur permettrait aussi de respirer. Mais ce n'est pas tout. We know that there's water ice at the poles of the moon. We know that water ice is life support, it's air to breathe, it's water to drink, and in the future it could in fact be fuel. It's hydrogen and oxygen, same fuel that powered the space shuttles, same fuel that will power the SLS, and it's abundant in hundreds of millions of tons on the surface of the moon. Difficile à croire, mais oui, le patron de la NASA a raison. Les principaux carburants des fusées sont de l'oxygène et de l'hydrogène. Encore une fois, les 2 composants que l'on retrouve dans l'eau. Il serait d'ailleurs particulièrement avantageux de faire décoller des fusées directement depuis la Lune. Étant donné sa faible pesanteur, il faudrait en effet beaucoup moins de carburant. D'où la proposition de certains scientifiques de faire de notre satellite une sorte de station-service. Mais pour le moment, les différents usages de l'eau lunaire, ainsi que toutes les techniques pour permettre aux astronautes de vivre de façon prolongée sur la Lune, restent théoriques. Faible pesanteur, radiation, météorites, nuit de 14 jours, température allant de -180 à 130 degrés, la Lune reste une terre inhospitalière. Si l'homme est bien en passe d'y retourner, il est encore bien loin de s'y installer.